evenement. Okay. During the forum, we are going to provide a simultaneous interpretation service. So if you need your service, please use the receiver, channel number 5 for Korean, channel Pendant 6. le forum, il y aura de l'interprétation. Vous avez besoin de la chaîne 5 pour l'anglais, 6 pour le coréen, 7 pour le français et 8 pour l'espagnol. Et aussi, assurez-vous que votre téléphone est en silencieux. Et aussi, pour éviter la propagation de la COVID-19, nous vous demandons de porter un masque pendant le forum. Merci à tous pour votre coopération. Ladies and gentlemen, we'll begin in 5 minutes. Mesdames et messieurs, nous allons commencer en 5 minutes. Nous nous excusons pour ce retard. Merci.
Ladies and gentlemen, please be seated. And we are going to start in a minute. Mesdames et messieurs, nous allons commencer dans 1 minute. Thank you for your cooperation. Merci pour votre coopération. Donc voilà, nous allons commencer. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue à la 5e conférence internationale des villes apprenantes. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Et donc le thème de cet événement, c'est de bâtir des villes résilientes et nous vous demanderons donc de partager les enjeux, aussi vos informations. Et ce sera l'occasion aussi d'approfondir certaines de ces enjeux et d'avoir des discussions. Et ici, dans notre discussion d'aujourd'hui, nous allons parler du rôle des parties prenantes dans la promotion de l'apprentissage pour la santé. Et nous accueillons donc 5 intervenants qui nous feront des présentations et ensuite nous aurons une séance de questions-réponses. Donc, je vais passer la parole à M. Fernando Santomauro, qui est le modérateur de notre session d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes connectés. Je vous passe la parole. Oui, bonjour. Merci d'être présent avec nous. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. This subject with you. Pour parler de ce sujet. I'm sure for the speakers we have here today, we will have a very interesting session. Je suis sûr que nous allons avoir un débat très intéressant aujourd'hui. Before starting to introduce a little bit the objective of the session. Et j'aimerais d'ailleurs commencer par vous présenter les objectifs de cette session. How to promote this intersectoral nous allons parler donc de la promotion de l'approche intersectorielle de l'apprentissage pour la learning santé. city concept as well as the healthy cities framework. They cover des villes apprenantes. Variety of policy domains. Il y a tout un ensemble de politiques ou de domaines qui sont in the description of the session. And this forum of today will discuss et donc le forum d'aujourd'hui how to work in a very concrete étudiera comment nous pouvons travailler de manière très concrète in a cross sectoral et de manière aussi intersectorielle and how we can learn pour mettre en place des politiques pour les villes. Promote better, local et aussi policies, comment nous pouvons apprendre à promouvoir de meilleures politiques here en today, ville en matière de santé. Before starting, I will introduce myself. My name is Fernando. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Fernando Santomauro. Je travaille au secrétariat mondial des villes et gouvernements locaux unis, l'UCLG. National associations and continental regional sections of local and regional governments, and I work here in the learning department continentale et dans le département destiné à l'apprentissage. World Secretariat in Barcelona. So we've been working with this subject for a long time, and then donc cela fait déjà longtemps que nous travaillons sur ce thème. In the learning department, in a more structured way. Since 2015, working with learning in different local public policies, specific local public policies, and since 2015 also on the localization of global agendas, mainly et aussi sur la localisation des agendas mondiaux dans des programmes d'action tels que les programmes de développement durable. Nous avons aussi développé des méthodologies, formations. The resilience topic too, but et nous travaillons aussi sur les questions de résilience. Until now, we are working mais depuis a lot 2020, discussing with cities on health issues, and nous travaillons beaucoup avec les villes sur les enjeux de la santé. They are totally directly connected with health issues and how to learn aussi les liens entre la santé publique, concrete way to improve entre les services publics et la santé, et de manière à pouvoir améliorer la qualité de vie et la santé. Since 2020, since last year, we've been promoting 2020, l'année with dernière, UN Habitat a lot of sessions, and nous avons organisé différentes sessions déjà. We produced a decalogue of principles that you can et find. Nous avons aussi produit un décalogue online. de principes, comme nous l'appelons, que vous trouverez en ligne explain this sur notre site web. Je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui en détail, mais je peux vous le transmettre. Je crois qu'il est vraiment en lien avec notre session d'aujourd'hui. Here today we have different perspectives. En tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons différentes perspectives
local administrations, de différents acteurs local de elected l'administration locale. politicians, Nous avons des élus locaux, international organizations, and des organisations internationales, also academia, right? Et aussi le monde universitaire est représenté. Pass the name of the participants of here today, and then give them the word to start. Donc voilà, je vais les présenter rapidement et puis je leur passerai la parole. Aminata Goloko, donc d'abord nous accueillons Madame Aminata Goloko, qui est la directrice des projets transverses à Mantes-la-Jolie. Ensuite Madame Angelica Patricia Alvarado Juarez, qui est la maire de la ville de Huejotzingo in Mexico, and sorry for the pronunciation. And we also have here Ms. Natalia Alexiva, the team leader of National Climate Change Action, qui est la chef d'équipe pour l'action nationale sur le changement climatique à la FAO, Ms. Roberta Piazza, et Madame Roberta professor Piazza, of qui est University of professeure Catania, à l'université de Catane et qui représente aussi la ville de Lucca en Italie. Each one of you will have 8 to 10 minutes. Donc vous aurez chacune 8 à 10 minutes pour présenter concept of votre travail, of how to think in a context of emergency and resilience, en fait, comment bâtir dans le contexte de l'urgence, de la résilience, comment bâtir des villes résilientes et des villes saines. Et aussi en promouvant cette approche intersectorielle de l'apprentissage en faveur de la santé. Donc pour commencer, je vais passer la parole à Aminata Goloko, qui est donc la directrice des projets transverses de Mantes-la-Jolie. Donc, Madame Goloko, vous avez la parole, 8 à 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Voilà, c'est très bien. Donc, bonjour à tous et merci vraiment de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Aminata Goloko. Je vais retirer parce que je m'entends parler, excusez-moi. Je m'appelle Aminata Goloko, je suis la directrice des projets transverses pour la ville de Mantes-la-Jolie et j'occupe ce poste depuis janvier 2021. Avant ça, je suis infirmière de métier. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un centre hospitalier au service des urgences et du SMUR. Et puis, j'ai rejoint la ville de Mantes-la-Jolie en 2015. La ville de Mantes-la-Jolie a décidé d'ouvrir un service santé, le service information prévention santé. J'ai postulé sur le poste et donc j'ai géré ce service santé pendant 6 ans. Et depuis janvier 2021, toute une réorganisation des services a eu lieu et donc une nouvelle direction, la direction des projets transverses, dont j'ai en charge aujourd'hui. Donc, dans cette direction, nous avons le service information prévention santé qui pilote un contrat local de santé et c'est le sujet d'aujourd'hui, ce contrat local de santé à Mantes-la-Jolie. Je pilote également le service de la politique de la ville, qui est un autre contrat qui est le contrat de ville. Et là, on va gérer un quartier prioritaire, un quartier en géographie prioritaire qui est le quartier du Val-Forêt. Et j'ai également en mission la mission de la ville apprenante. Voilà. Donc, c'est une direction transverse. Nous travaillons vraiment en partenariat et en co-construction avec les différentes institutions, les différentes associations, en impliquant les habitants du début de la réflexion à l'évaluation des actions. En 2015, donc, quand j'ai pris mon poste en tant que chef de service santé, un contrat local de santé a été rédigé et signé par 4 partenaires, la ville de Mantes-la-Jolie, l'Agence régionale de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie et l'État, la préfecture des Yvelines. Et c'est en élaborant ce contrat local de santé qu'on a constitué un écosystème local et une dynamique partenariale à Mantes-la-Jolie. Alors, pour vous parler un petit peu de Mantes-la-Jolie quand même, Mantes-la-Jolie, donc une ville en France qui est à peu près à 50 km de l'ouest de Paris, une superficie de 9,4 km² dans le département des Yvelines. Mantes-la-Jolie, c'est 45 000 habitants à peu près.
Nous avons 32,5% de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous avons plus de 60 nationalités à Mantes-la-Jolie. 29% sont issus de l'immigration. Mantes-la-Jolie est une ville qui est très jeune. Nous avons 40% de la population qui a moins de 25 ans. Un taux de chômage qui est quand même assez élevé, 21% chez les 15 à 64 ans. Pour construire ce contrat local de santé, nous avons déjà effectué un diagnostic local de santé sur le territoire, ce qui nous a permis de relever et d'identifier les différentes problématiques de santé des habitants. À partir de cela, nous avons constitué des groupes de travail et écrit des actions répondant à des objectifs et à des axes de travail prioritaires. Donc, ce premier contrat local de santé 2015-2017, 3 axes prioritaires, c'était faciliter l'accès aux droits et aux soins, promouvoir la santé globale aux différents âges de la vie et promouvoir la santé mentale et le renforcement des compétences psychosociales. Donc, comme je vous le disais, une dimension multipartenariale qui a rassemblé de nombreux professionnels aux horizons qui sont complètement différents, une coordination, un travail sur des projets communs. C'est vraiment un travail de construction ensemble du début jusqu'à la fin et en s'appuyant sur une démarche participative. Grâce à ce premier contrat local de santé et aux nombreuses actions qui ont pu être mises en place, nous avons fait une évaluation et on a constaté que les résultats étaient quand même assez encourageants. Donc, comme je vous le disais, c'était un nouveau service pour la ville de Mantes-la-Jolie qui a été créé en 2015 avec ce contrat local de santé. Et d'année en année, on voyait qu'on avait de plus en plus de partenaires associés à ce contrat local de santé qui travaillaient avec nous sur ces différentes actions. Les thématiques traitées étaient de plus en plus nombreuses également. Nous sommes passés à peu près de 800 participants à la première année à plus de 4000 en 2018. Quand je suis arrivée également en 2015, on a eu un dépistage VIH sur un marché. Alors, à Mantes-la-Jolie, on a 3 grands quartiers. Le quartier du Val-Fouré, le quartier de Gassicourt, qui est un quartier centre, et le quartier du centre-ville. Le quartier du Val-Fouré, c'est un quartier en géographie prioritaire. C'est un quartier qui est assez précaire. On a un grand marché, un très beau marché qui s'appelle le marché du Val-Fouré, que vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, c'est un des plus grands marchés d'Europe. Et donc, on a décidé de mettre en place un dépistage sur ce marché en invitant chaque personne qui le voulait bien à venir se faire dépister. Et là, on a eu un taux à 7,4% de séropositivité, ce qui a été vraiment une alerte au niveau ministériel également. Et donc, on a décidé de mettre en place différentes actions. Ce genre de dépistage, pratiquement tous les 3 mois sur ce marché, mais en même temps, différentes actions de sensibilisation et de prévention ont été mises en place dans des centres de vie sociaux avec des familles, mais également dans les écoles, dans les lycées, les collèges également. On a vraiment voulu débuter au plus jeune âge. Et petit à petit, on a vu comme ça les statistiques baisser et on est arrivé en 2018 à 1,5%. C'est la même chose par rapport à un taux de surpoids et d'obésité qui était assez important qu'on a réussi à diminuer avec les différentes actions mises en place. C'est un peu plus compliqué pour les caries. À Mantes-la-Jolie, on a de grosses difficultés de santé bucco-dentaire. Par exemple, sur le quartier dont je vous parlais, le quartier du Val-Fouré, on a un enfant sur 4 dans les écoles maternelles qui a au moins une carie. Donc, différentes actions sont mises en place, mais on a beaucoup de mal pour le moment à diminuer ce taux de carie à Mantes-la-Jolie. Nous avons aussi des dépistages de masse, des dépistages par rapport au cancer du sein, où on était à un taux très faible de dépistage de cancer du sein à Mantes-la-Jolie, et avec toutes les différentes actions que nous avons pu mettre en place entre 2015 et 2018, on a réussi à augmenter de 11 points ce pourcentage, accompagné notamment par des associations du territoire, des associations qui sont proches des habitants, des associations qui vont vers les voisins, qui vont vers les écoles, qui vont vers les familles et qui nous ont aidés vraiment à mettre en place toutes ces actions de sensibilisation à
Nous avons réactualisé notre diagnostic local de santé puisque le premier contrat local de santé se finissait en 2017. On a poursuivi quand même les actions en 2018 et on a réactualisé le diagnostic santé du territoire de Mantes-la-Jolie pour pouvoir réécrire un nouveau contrat local de santé qui a été signé en 2020. Donc toujours à peu près 44 000 habitants à Mantes-la-Jolie. On a 51% de la population dans ce quartier en géographie prioritaire, donc qui est le quartier du Val-Forêt. Toujours une ville très jeune, 47% de familles. Et on a malheureusement un indice de développement humain qui est l'un des plus faibles du département. Donc cet indice de développement humain est calculé par rapport à l'espérance de vie, au taux de revenus et au niveau d'éducation, niveau d'études. Donc ce qui veut dire... Ms. Aminata, you have 2 minutes to conclude. Sorry. Oh, il me reste 2 minutes, c'est ça? Ok. On a également identifié des problématiques de santé, du surpoids, de l'addiction, des troubles de langage, du diabète, du cancer, des problématiques d'accès et de recours aux préventions et aux soins, et une tension de l'offre de médecine libérale, comme un petit peu partout en France, on va vers des désertifications médicales. On a travaillé en groupe de travail, trois groupes de travail, puis des sous-groupes qui ont travaillé sur les différents axes, différentes thématiques. Une soixantaine de participants, des associations, des institutions, des professionnels, des habitants. Et à partir de là, on a de nouveau co-construit un nouveau contrat local de santé avec des objectifs et des actions à mettre en place. Une réunion collective, bien sûr, qui nous a permis de valider ce contrat local de santé et un comité de pilotage que nous mettons en place tous les ans. Donc, nous sommes restés sur les mêmes axes de travail avec différents objectifs. Alors, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais pour faciliter l'accès aux droits et à la santé, on va améliorer l'offre de soins de premier recours sur le territoire en mettant en place, par exemple, des maisons de santé pluridisciplinaires, en travaillant ces projets de santé avec les institutions qui sont déjà sur place, comme l'hôpital, comme la protection maternelle et infantile. On va améliorer l'accès aux droits et aux soins. On va optimiser le parcours de santé des populations vulnérables, les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, les personnes sans domicile fixe, les personnes en situation de handicap, les violences faites aux femmes. On va promouvoir la santé globale aux différents âges de la vie en agissant sur les facteurs de risque de maladies chroniques. On a beaucoup d'actions sur la nutrition, l'alimentation, le surpoids, le diabète. On va renforcer les préventions et les dépistages des cancers, de la vaccination, des VIH, et on va agir sur les déterminants de santé liés à l'habitat et à l'environnement, notamment par rapport au taux d'humidité qu'il peut y avoir à l'intérieur des logements. Et promouvoir la santé mentale et le renforcement des compétences psychosociales en améliorant la prise en charge des personnes atteintes de souffrances psychiques et en développant la prévention des conduites à risque chez les jeunes. Alors, ça va être tout ce qui est substances, tabac, chicha, alcool, mais également une grosse problématique sur les écrans. Ce contrat local de santé donc, a été de nouveau signé, mais avec plus de partenaires, ce qui nous permet de dire, en fin de compte, qu'on a réussi à développer un partenariat assez important à Mantes-la-Jolie. Donc, on y a ajouté l'hôpital de Mantes, le conseil départemental et l'Institut de formation en soins infirmiers. Chacun a différents rôles et en fait, on travaille tous ensemble à la construction de toutes ces actions. Ce qui nous a également permis de pouvoir agir très, très rapidement et immédiatement lors de la crise, j'en ai presque plus pour longtemps, lors de la crise, en ouvrant un centre de consultation Covid très rapidement, en mobilisant ces réseaux de professionnels, l'hôpital, le SAMU, la ville, en mettant en place tout ce qui est logistique. On a pu comme ça... L'idée, c'était de désengorger le service des urgences. Vous savez qu'à ce moment-là, les patients qui avaient besoin de soins n'osaient plus aller chez le médecin traitant de peur d'attraper le Covid dans les salles d'attente. L'idée, c'était de leur permettre de continuer à se faire soigner et de récupérer tous ces patients symptomatiques Covid et de les prendre en charge, nous, dans nos centres de consultation et de les diriger au plus près, donc vers les urgences, si jamais il y avait besoin. On a également fabriqué des masques, mis en place différentes actions de dépistage, on a ouvert des centres de dépistage, on a également ouvert des centres de vaccination. Et en fait, tout ça, c'est fait
grâce justement à ce réseau partenarial qui a pu se constituer avec ce contrat local de santé. Je finirai juste par une petite vidéo. Laissez-moi, s'il vous plaît, juste terminer par une petite vidéo. L'idée étant qu'avec ce confinement, déconfinement, avec vraiment ces conditions qu'on a vécues, il fallait mettre en place une action pour sortir de l'isolement, il fallait mettre une action pour renforcer les compétences de chacun. Et donc, on a décidé de mettre en place un printemps éducatif, un été éducatif, un hiver éducatif, tout ça avec des activités éducatives, culturelles, sportives, de santé et de bien-être. Alors, pour faire play, est-ce que j'appuie sur... J'ai besoin de faire play. C'est très court. Alors, maintenant on l'a sorti. On va appeler les pompiers. C'est quoi le numéro des pompiers? Par rapport à ton contrepoids, ça c'est pas possible. Là, c'est pour monter, regarde. Ouais, ça t'a super. Non, c'est pas au sud. Ah, on est tous d'accord sur ça. On garde les corps. Je m'appelle Aja, je suis étudiante en mathématiques à l'université d'Aix-Marseille. J'ai participé à Citoyens dans ma ville à Mantes-la-Jolie et suite à ça, on m'a proposé d'être intervenante ici à l'Agora et pour faire du soutien scolaire et de la remise à niveau. Donc moi, je m'occupe des mathématiques. Nous sommes à la fin d'un été éducatif. Vous savez que Mantes-la-Jolie est une ville où l'apprentissage est au cœur de nos politiques publiques. Nous sommes une ville apprenante et ce qui est très important, c'est qu'on puisse accompagner les enfants tout au long de leur scolarité. Pendant l'école, évidemment, mais aussi en dehors et notamment pendant les vacances. Et je me réjouis que nos dispositifs de l'été, autour du sport, de la culture, de l'apprentissage scolaire, aient réuni des milliers d'enfants. Donc merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet et je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée. Je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de temps, ça passe très vite. Je resterai avec vous toute la journée pour discuter avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et voilà, merci beaucoup. Thank you very much, Ms. Aminata. Merci beaucoup, Madame. Ça a été un plaisir d'entendre parler de votre expérience et de voir à quel point les autorités locales sont fondamentales pour permettre la participation et pour mettre en place des politiques publiques locales en matière de santé très utiles pour la population. Et je passe maintenant à l'orateur suivant. Madame Angélica Patricia Alvarado Juárez, qui est maire de Huejotzingo au Mexique. Et
je suis, madame, très curieux de vous entendre, car les villes ont joué un rôle fondamental pendant la pandémie et continueront d'ailleurs à le jouer au cours des prochaines années. Et je parle là d'un point de vue personnel, en tant que Brésilien, un pays où nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés à cause du fait que le gouvernement national n'a pas mis en place de politique de santé pour combattre la Covid. Et dans notre cas, dans notre région, les autorités locales ont été fondamentales pour garantir que les services de santé pendant la pandémie soient mis à disposition des citoyens. Donc, je suis très heureux d'entendre parler de l'expérience mexicaine. Vous avez la parole, madame. Bonjour à tous. Merci, je vous remercie de votre attention. Il ne fait aucun doute que les enseignements que nous avons tirés de la pandémie de Covid-19 ont été non seulement ces défis que nous avons dû relever en matière de santé, en matière éducative, en matière spirituelle aussi, parce que nous avons tous perdu des proches ici, des êtres chers. Et en tant qu'autorités locales, pouvoirs locaux, nous avons dû apprendre à relever ces défis de façon immédiate. Nous en avons parlé hier. Nous, en tant que ville, nous sommes en fait les pouvoirs locaux les plus proches des gens, des citoyens. Et donc, nous avons le devoir d'apporter des résultats immédiats dans leur vie quotidienne. Alors, c'est vrai, personne n'était prêt à faire face à cette crise sanitaire, mais nous, en tant que pouvoirs locaux, en tant que municipalité, nous avons dû appliquer les indications sanitaires que nous donnait le gouvernement central, le gouvernement fédéral, le gouvernement aussi de l'État fédéré. Mais dans beaucoup de cas, les protocoles sanitaires ou d'urgence n'étaient pas du tout adaptés à la situation locale. Et donc, nous avons dû nous appuyer sur différentes entités, comme nous l'avons dit pendant cette conférence, pour que ces entités nous aident. Il s'agit de groupes de la société, des leaders, par exemple universitaires, des leaders, des mouvements sociaux, des commerçants, des religieux également, qui ont été extrêmement importants pour nous aider à prendre soin les uns des autres. Et surtout pour faire en sorte que dans le domaine de la santé, nous puissions changer les choses, c'est-à-dire changer les comportements, les attitudes de la population. Ça a été dit hier en plénière, les citoyens ne sont pas un problème, au contraire, ils sont des acteurs importants et il fallait leur faire assumer davantage de responsabilités en matière de soins de santé. Et dans mon expérience en tant que maire de ma ville, ça a été très important de m'appuyer sur ces différents leaders et ces différents organismes et sur les citoyens. Pardon, j'ai un tout petit problème pour montrer mes diapos. Voilà, on les voit maintenant. Alors, les chefs d'entreprise, les commerçants et les enseignants étaient sensibles à la question et ont été de vrais alliés pour notre municipalité, pour prendre en charge différents domaines. Je dois dire qu'au Mexique, la question religieuse, pour nous, et comme pour beaucoup de villes de notre pays, a été un vrai défi. Pourquoi? Eh bien parce que les citoyens, dans ces questions culturelles et religieuses, eh bien, ils ne voulaient absolument pas renoncer à ces fêtes religieuses.
Et donc, la religion a joué un rôle très important pendant cette pandémie, parce que les gens ne voulaient pas renoncer à aller assister au culte. Et en tant qu'autorité locale, en tant que maire de la ville, nous nous sommes demandé comment intégrer tous ces milieux, tous ces secteurs pour tenir compte de ces aspects de santé. Eh bien, c'est en réunissant les bonnes volontés avec ces leaders, ces représentants des différents groupes sociaux pour que chacun dans son domaine nous aide à convaincre les citoyens que les protocoles sanitaires et la solidarité avec les groupes les plus vulnérables étaient extrêmement importants à respecter. Et donc, nous avons essayé de faire en sorte qu'avec ces leaders, on puisse faire passer l'information parce qu'il fallait faire face à la désinformation qui circulait. D'autres pays ont eu les mêmes problèmes parce qu'il y avait des gens, des leaders sociaux qui disaient la pandémie, ça n'existe pas. Et donc, pour nous, ce qui était difficile, c'était de faire en sorte que les citoyens appliquent les protocoles sanitaires afin qu'ils puissent protéger leur santé dans leurs activités quotidiennes. En tant que pays, en tant que ville, bien sûr, il y a eu beaucoup d'activités que nous n'avons pas pu fermer. Je pense sur le plan économique. Alors, on a pu restreindre des activités. Par exemple, il n'y a pas eu des cours en présentiel jusqu'à il y a à peine 2 mois où les élèves ont pu retourner à l'école. Ça n'a pas posé de problème. Mais du point de vue économique, beaucoup d'entreprises aussi ont dû faire passer 30% des travailleurs en télétravail et ça n'a pas posé problème. Mais quand nous avons dit à la population qu'ils ne pouvaient pas assister aux cérémonies religieuses, là, on s'est heurté à une grande résistance parce que c'était une question très sensible pour nos citoyens, pour notre population locale. Je suis désolée, il y a un petit problème d'image sur ce diagramme. Vous pouvez voir les différents leaders qui nous ont appuyés. Des entreprises, ce que nous appelons les présidents auxiliaires qui sont en fait des conseillers municipaux locaux, les écoles, nous et tous les niveaux d'administration, nous avons créé de véritables partenariats pendant cette pandémie parce qu'il fallait que nous obtenions des résultats de façon immédiate. Dans notre ville, il y a 2400 entreprises, des PME et des grandes entreprises, et elles nous ont beaucoup aidés avec des dons de masques et de gel hydroalcooliques ou des dons alimentaires. Elles ont aidé aussi à organiser des cours en ligne pour que les élèves ne puissent pas, ne doivent pas aller à l'école. Avec l'Église, là, il y a eu un problème et il a fallu dialoguer avec les curés pour que eux aussi arrêtent de célébrer les messes et le culte et qu'ils parlent à la population. Et nous avons dû passer de messes ou de célébrations religieuses en présentiel à une utilisation de Facebook ou de plateformes numériques. Et nous, en tant qu'autorité municipale, nous avons organisé une répartition d'aide alimentaire et de tablettes pour que les élèves puissent suivre les cours à distance. Alors, nous, en tant qu'autorité municipale, nous avons lancé une campagne intitulée « Prends soin de toi et nous prendrons soin de tous » pour encourager la solidarité entre tous les citoyens. Et en tant que ville du réseau, la ville de Wuhan nous a envoyé 10 000
masques que nous avons pu donner à l'hôpital régional qui ne dépend pas de notre ville, mais que nous avons pu aider. L'entreprise coréenne Postcom nous a apporté un soutien alimentaire pour les familles les plus pauvres, les plus vulnérables de notre ville. Cette entreprise a une présence dans notre ville et ils nous ont donc aidés de cette façon. En ce qui concerne l'équipe de sécurité municipale, c'est-à-dire la police municipale, ils se sont organisés de façon proactive et les week-ends, ils livraient des dîners ou des déjeuners aux familles des patients Covid qui se trouvaient à l'hôpital. Alors, en tant que maire de la ville, au Mexique, quelles sont les leçons que nous avons tirées de tout cela? Alors, la collaboration, le fait de travailler avec tous ces leaders dans le cas de crise sanitaire, c'est fondamental. C'est important de pouvoir réunir le plus grand nombre de leaders pour pouvoir communiquer, diffuser l'information afin que les citoyens croient en cette information. Mais surtout dans le cas de notre pays, et je suis d'accord avec Animata, il faut qu'il y ait des conditions de vie beaucoup plus saines pour nos concitoyens. Dans le cas du Mexique, nous nous sommes aperçus que nous sommes un pays où il y a beaucoup d'obésité, il y a beaucoup de maladies chroniques comme le diabète, les problèmes rénaux, dû au diabète en partie, et donc nous devons promouvoir un mode de vie beaucoup plus sain pour nos communautés. Comment le faire? Eh bien, nous devons promouvoir la consommation de produits non seulement sains, mais aussi nous avons découvert que la santé mentale est un défi, un souci pour nos municipalités. Ça doit faire partie de nos politiques publiques en matière de santé. Il va falloir relever ce défi. Il faut faire très attention aux enfants et aux jeunes qui ont été vraiment frappés par ces problèmes psychologiques. Nous voyons aujourd'hui qu'à cause de la pandémie, il y a des vrais problèmes de santé mentale. Il faut promouvoir les produits locaux sur le plan économique. Et ça, c'est une des conséquences de la pandémie. Et c'est à nous, en tant que municipalité, d'encourager la consommation de produits locaux ainsi que des habitudes de vie beaucoup plus saines pour limiter l'obésité et tout ce qui met en danger la santé. Voilà, je vais en terminer en disant que dans notre ville, pour faire face à tous ces problèmes, nous allons mettre en place un service communauté saine à travers les comités de quartier. Et il y en a plus de 60 dans notre ville avec lesquels nous avons un dialogue permanent. Mais en outre, nous allons mettre en place des soins, un service de soins pédiatriques auprès de ces communautés, même si ça ne relève pas de notre responsabilité. Normalement, c'est la responsabilité de l'État. Mais en tant que municipalité, nous pensons qu'il faut que nous ayons un rôle actif en la matière. Nous allons continuer l'aide alimentaire, la distribution d'aide alimentaire, bien sûr, mais aussi essayer d'apporter une aide aux familles les plus vulnérables parce que nous savons que ces familles sont dans des situations économiques très difficiles et puis il va falloir reconstruire le tissu social. Alors, ça peut sembler beaucoup de défis, mais il est évident que en réunissant toutes ces bonnes volontés pour relever tous ces défis, c'est très important. Et dans le cas de notre ville, le fait d'avoir pu réunir tous ces leaders avec le plus grand respect, avoir regroupé les entreprises, les universités et les religieux, ça a été très important pour que les citoyens véritablement appliquent les protocoles de santé. Merci beaucoup de votre attention.
Merci infiniment, Madame le maire. Ça a été très difficile pour moi de vous arrêter parce que c'était très intéressant de vous entendre et d'entendre Aminata et Angelica, d'entendre leurs expériences et de voir que tout est lié finalement et que les villes jouent un rôle fondamental pour garantir la participation de tous et l'apprentissage permanent de toutes les parties prenantes. Et je vais maintenant donner la parole à Natalia Alexeyeva, chef du groupe de travail Innovation pour la durabilité, Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l'environnement à la FAO, pour voir comment travailler davantage au niveau mondial, comment connecter la santé et l'alimentation. Donc, merci Natalia d'être là. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Fernando. Je suis ravie d'être ici parce que, comme vous l'avez dit, la FAO est une organisation internationale et nous allons essayer d'apporter notre expérience technique, établir des liens entre tous les pays, mais aussi descendre au niveau national, régional et municipal pour être un partenaire fiable et appuyer les activités qui sont mises en place sur le terrain. Je voudrais rapidement réfléchir sur les éléments qui sont intéressants à discuter. Il serait bon de voir quels sont les défis et les barrières à l'intégration. Parce que de notre côté, comme cela a été mentionné, il y a beaucoup d'éléments qui nous semblent être plutôt traités de façon isolée. Or, nous pensons qu'il faut établir des synergies entre tous ces éléments. Et il est bon pour nous de voir quels sont les partenaires les plus pertinents et comment les stratégies dans le contexte spécifique des villes peut être utile. Nous travaillons en matière d'alimentation et d'agriculture. C'est lié à la santé humaine, bien évidemment, mais nous devons voir comment apprendre tous ensemble tout au long de la vie. Et puis, il faut faire face aux inégalités intersectorielles. Comme cela a été dit par divers orateurs avant nous, il y a des populations vulnérables, particulièrement vulnérables, qui ont le plus besoin de nous. Alors, si nous voyons les systèmes alimentaires, d'alimentation, il faut souligner qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville, 68% dans les pays à bas revenus. La question de l'alimentation va être de plus en plus prégnante. Et 80% de l'énergie est utilisée pour la distribution alimentaire dans les grandes villes. Et puis, il faut faire face aux besoins des populations urbaines. Il faut penser aussi au changement de régime alimentaire, comment faire face à la demande croissance de services alimentaires, comment donner aussi accès à des ressources financières pour que les gens puissent s'acheter à manger. Et puis, il y a tous les types de perturbations, les problèmes d'insécurité, etc., qui doivent être pris en compte. Diapositive suivante. Aussi, il y a un autre aspect à considérer, c'est peut-être un peu plus complexe. Ce sont les changements dans l'environnement, par exemple en matière de changement climatique. Nous devons adopter une approche davantage circulaire et systémique. Regardez en fait à nos systèmes alimentaires, nos villes et toutes ces interactions. Et aussi, d'autres éléments que nous devons relier, c'est par exemple les émissions de GES, l'épuisement des ressources naturelles, les pertes de biodiversité, la pollution, la dégradation des environnements, la destruction de l'emploi, l'exclusion sociale, etc.
Et aussi, bien sûr, on sait que les systèmes agroalimentaires sont vraiment mauvais pour le changement climatique. Donc, plus on retarde nos actions en matière de changement climatique, plus on a un problème avec la sécurité alimentaire. On a aussi mentionné déjà le rapport du GIEC, du GIEC, qui confirme que le changement climatique déjà a un impact sur nos sociétés et que la sécurité alimentaire sera encore davantage menacée à l'avenir par le changement climatique. Donc, nous devons vraiment prendre des actions transformatives et aussi avoir une collaboration transversale, y compris entre les autorités nationales et locales, avec des actions sur le terrain. Un autre élément aussi du point de vue de la FAO, c'est l'approche One Health, car nous adoptons une approche de plus en plus globale et holistique. Et donc, par cette approche, nous unissons différents partenaires et différents sujets, notamment vis-à-vis du changement climatique, puisqu'il a un impact sur tous les systèmes qui sont bouleversés. Nous devons donc travailler ensemble. Donc, nous avons par exemple des collaborations tripartites avec l'OIE et l'OMS. Nous avons aussi mis en place des outils techniques. Par exemple, un système d'information sur les maladies, sur les zoonoses en fait, ou un système d'alerte précoce avec la FAO, l'OIE, l'OMS. Et nous avons aussi un groupe technique One Health qui facilite la coordination et l'échange d'informations sur différents sujets. Quelque chose qui a déjà été mentionné, mais je vais insister sur ce point, ce sont les approches territoriales et les liens entre territoires. Car les villes ne sont pas autonomes, elles sont connectées aux régions autour. Donc, nous travaillons au niveau des villes-régions aussi, et donc de l'environnement alentour. Et ici, donc, nous devons planifier et renforcer en fait des approches basées sur la ville et sur les zones rurales autour, avec une approche multipartite, avec le secteur privé, public, l'université, la société civile. Car bien sûr, sans cette collaboration est indispensable, qu'on ne peut pas faire les choses de manière isolée. Et nous avons aussi besoin donc de tous ces acteurs qui participent. Il faut aussi qu'il y ait des échanges et des synergies transversales, car nous pouvons aussi tirer des enseignements les uns les autres de nos meilleures approches, comment nous pouvons appliquer certains éléments à d'autres secteurs, comment unir nos forces, et aussi le renforcement des capacités et l'apprentissage pour garantir vraiment des actions pratiques et un soutien. Car l'idée, c'est vraiment de pouvoir déployer des activités qui sont vraiment pertinentes sur le terrain, avec aussi, bien sûr, un appui technique pour aider ces activités. Et ici, pour conclure, je sais qu'il me reste peu de temps, il y a quelques initiatives de la FAO dont j'aimerais vous parler depuis l'année dernière. Donc d'abord, il y a l'initiative des villes vertes. Et l'idée, c'est de réunir différentes choses, par exemple, améliorer les moyens d'existence des populations urbaines, créer aussi des liens entre urbain et rural, garantir la résilience des systèmes urbains, des systèmes alimentaires en ville. Et donc, nous essayons ainsi d'impliquer 100 villes d'ici la fin de l'année et 1000 villes d'ici 2030. Donc, nous recherchons davantage de partenaires et davantage de synergie aussi pour travailler avec vous tous. Et il y a aussi donc le réseau des villes vertes qui nous permettra de diffuser toutes ces connaissances dans les différentes villes, et les meilleures pratiques, les succès, les enseignements tirés. Et pour nous, cette initiative des villes vertes aussi reliée à l'approche One Health. Donc, il y a un aspect éducatif, par exemple, avec la sensibilisation dans les écoles, aussi une question économique, notamment avec la distribution alimentaire. C'est lié aussi à l'approvisionnement en eau, la qualité de l'eau, la quantité de pesticides aussi dans l'eau.
Il y a aussi une question de gestion des risques, et puis bien sûr de la santé, donc les régimes alimentaires des hommes, de l'action sociale aussi avec l'accès à l'alimentation, de la planification urbaine, etc. Donc vous voyez, il y a énormément de liens entre différents domaines ici. Et bien sûr, nous recherchons des partenaires pour participer à ces débats et pour faire avancer les choses. Donc vous voyez ici notre email pour nous contacter, et je serai ravi de poursuivre mes discussions avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natalia, pour votre présentation si intéressante. Et il est aussi intéressant de voir que les organisations internationales travaillent et collaborent avec les villes dans ce processus d'apprentissage, et aussi le besoin de relier différents domaines qui sont faits connectés. Et de favoriser aussi la participation de toutes les parties prenantes, donc la société civile, les organisations internationales, les administrations locales, aussi le secteur privé, mais aussi le monde universitaire, et surtout pour nous aider à réfléchir et aussi pour créer de nouveaux outils, de meilleurs outils pour apprendre de manière collective. Donc tout ceci est vraiment fondamental. Donc voilà, ici je vais fermer notre premier cycle de présentation. J'espère que nous aurons davantage de temps pour participer avec les participants plus tard. Et maintenant, nous allons donc passer la parole à la représentante de la ville de Lucca, Madame Roberta Piazza, qui travaille pour l'université Catane, où elle est professeure. Donc, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Roberta Piazza et je vous fais vous présenter les activités de la ville de Lucca en Toscane pour soutenir le bien-être et la santé de tous les citoyens. Donc, il y a deux sections. Premièrement, je vais vous présenter les politiques mises en place pour renforcer la collaboration entre les parties prenantes en faveur de l'apprentissage pour la santé. Et ensuite, je vais vous présenter les expériences durant la pandémie de COVID-19 et aussi l'impact sur la santé psychologique et physique des enfants et des parents. Donc, je crois que nous sommes tous d'accord, si le monde doit prospérer après la COVID-19, il faut que les villes trouvent des solutions interconnectées dans le cadre d'une vision unifiée et qui permet de bâtir des synergies entre les différentes parties prenantes. L'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie sont ici très importants, d'autant que les défis urbains sont vraiment complexes et donc il faut intégrer l'apprentissage tout au long de la vie dans la planification urbaine. Et il est en tout cas impossible de bâtir la résilience et la santé dans les villes sans impliquer les communautés, donc les résidents. Donc pour promouvoir l'apprentissage à la santé, il faut une approche sectorielle, enfin pansectorielle avec tous les niveaux de l'administration publique. Et il faut également mettre en place des actions intégrées qui visent à renforcer la capacité des villes à réagir et à s'adapter à l'évolution constante. Donc, notre réponse à Lucca a commencé par un système de planification régionale et locale qui est le premier pilier de notre riposte en quelque sorte. En 2002, nous avons créé le système régional intégré pour l'apprentissage tout au long de la vie en Toscane
Et ensuite, en 2012, nous avons mis en place un cadre de planification d'éducation régionale pour les services d'apprentissage. Et donc, toutes les parties prenantes à tout niveau, avec tout niveau de compétences, ont été impliquées dans des actions d'enseignement, d'apprentissage, et pour alimenter ces systèmes locaux et régionaux. Et donc, ces deux systèmes créent vraiment un ensemble organique, un ensemble de politiques, d'interventions sur le terrain. Et donc, il y a différents atouts pour ces systèmes de planification intégrée territoriale. Il y a des processus publics, il y a des approches intégrées entre les différents acteurs institutionnels et les différentes interventions. Aussi un impact positif, l'efficacité, l'efficience des processus d'apprentissage et aussi davantage de synergie entre les parties prenantes. Et donc, pour renforcer l'efficacité de la planification régionale et de la cohérence des initiatives, il y a une assistance technique pour les parties prenantes pour améliorer la planification locale et les connaissances en général. Ensuite, il y a donc un second pilier. C'est l'accord entre la ville et ses résidents ou les parties prenantes. C'est une alliance stratégique. Et donc, en 2020, la ville de Lucca a demandé au groupe de citoyens de signer un accord pour soutenir l'apprentissage dans la ville. Vous voyez ici sur la carte de Lucca, donc il y a une centaine de participants qui ont répondu, notamment des institutions éducatives, des centres éducatifs, aussi des musées, des centres culturels, etc. En 2021, nous avons créé l'Observatoire pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui est un moyen d'interpréter donc les besoins, les nouveaux besoins qui apparaissent, et aussi qui sert de base pour planifier les actions pour renforcer la ville de Lucca en tant qu'une ville résiliente, saine et inclusive. Donc maintenant, je vais vous présenter les réponses qui ont été offertes aux enfants, la santé des enfants, qui était basée donc sur la force du système territorial de Lucca et de son système de santé. Donc, nous avons d'abord porté notre attention sur les enfants à partir de l'âge de 6 ans qui viennent de milieux désavantagés. La plupart devaient rester à la maison, étaient incapables d'aller à l'école ou à l'école primaire. Et donc, ils étaient privés des stimuli, des interactions avec les adultes, les enseignants et aussi les autres enfants. Donc, tous les acteurs qui gèrent les systèmes de la ville de Lucca pour l'enseignement ont été donc impliqués, donc les écoles, les services, les formateurs aussi du personnel éducatif, etc. Donc ici, nous avons ensuite mis en œuvre un blog ici qui est en fait sur l'apprentissage, qui dit que l'apprentissage de 0 à 6 ans ne s'arrête pas. Donc, il permet de poursuivre l'éducation des jeunes enfants. Donc, dans les diapos que je viens de vous présenter, vous avez vu donc ce que la ville de Lucca a mis en place pour garantir l'apprentissage des enfants. Nous avons aidé les enfants donc à apprendre à distance et nous avons aussi aidé les parents à passer du temps avec leurs enfants. Nous avons aussi créé des petits groupes de travail avec les enfants, avec les éducateurs et les parents. Nous avons mis en place aussi un site web sur la relation avec les familles pour créer un lien éducatif entre les écoles, les familles, les éducateurs, les parents, les enfants.
à un moment où les relations sociales étaient fragilisées. La ville a aussi fourni des cours de formation à l'ensemble du personnel en matière de sécurité. Et l'idée, c'était vraiment de prendre soin des personnes qui s'occupent des autres. Donc, nous avons mis en place un système de soutien psychologique par des psychothérapeutes, des conseillers, des psychologues. Et aussi, nous avons favorisé les rendez-vous avec les pédiatres et nous avons mis en place aussi des protocoles, ensuite des protocoles sanitaires pour ouvrir les écoles. Et donc, pour conclure, quelques mots. À cause de la pandémie, il était impossible de mettre en place des mesures sanitaires sans vraiment les localiser. Et donc, les villes d'apprentissage peuvent vraiment être des villes résilientes si elles prennent les bonnes décisions et actions en matière de santé. Mais ce qui est surtout important, c'est la perspective des politiques d'éducation locales. Les villes doivent avoir vraiment une vision claire, des stratégies bien planifiées pour intégrer l'apprentissage à la santé dans leur stratégie. Et donc ici, une approche sectorielle et pansectorielle peut être mise en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roberta Piazza. Et nous allons maintenant passer à notre dernier intervenant. Par contre, je vais être vraiment inflexible avec le temps, malheureusement. Il nous reste juste un tour de commentaires. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Gholamzadeh de Téhéran. Vous avez la parole. Vous êtes le maire adjoint de Téhéran pour les affaires internationales. Et donc, je pense que votre point de vue va être très intéressant, aussi très complémentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, en parlant du rôle d'un gouvernement local, régional, sur cette question. Donc, Monsieur Gholamzadeh, vous avez la parole, à vous. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui au nom de la municipalité de Téhéran et en tant que membre de l'Institut islamique pour l'apprentissage tout au long de la vie. Comme vous le savez, je suis adjoint au maire aux affaires sociales et culturelles de Téhéran et je représente mon prédécesseur, Monsieur Sabakpour, et que vous connaissez peut-être de réunions précédentes. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous pour l'organisation de cette plateforme qui nous permet d'échanger nos expériences. La municipalité de Téhéran, je voudrais être bref et de tout résumer. La municipalité de Téhéran pense que le processus d'apprentissage, ce n'est pas un processus prédéfini et à sens unique. Nous avons voulu transformer Téhéran en ville apprenante, mais petit à petit, l'éducation est dans la culture islamique et dans la culture historique iranienne, l'éducation a un poids très important. Et notre ville a toujours essayé de mener des projets pour renforcer l'éducation de nos concitoyens. Donc, avec la participation des citoyens, et une accélération de cette participation, c'est de cela que dépend la réussite des projets que nous menons. Nous pensons qu'en créant une égalité des chances pour tous les citoyens en matière d'éducation, et on pourrait atteindre un apprentissage beaucoup plus holistique,
Alors, il s'agit de leur faire vivre des expériences et des interactions. Et cette approche a toujours été définie sur la base de 3 principes: l'inclusion, l'égalité et la participation des citoyens. Tous les êtres humains sont confrontés à des problèmes, à des défis, à des situations difficiles à vivre. Et pour avoir une vie sociale saine et agréable, ces défis se sont posés à nous pendant la pandémie de façon très forte. Et l'éducation a joué un rôle très important dans la santé de tous les individus, en particulier les plus jeunes générations. Et c'est pourquoi il est essentiel que sur la base de notre conception, que l'on développe ces compétences sociales dès l'enfance afin que chacun soit capable de se comporter en société et de s'entraider en période de crise. La municipalité de Téhéran a donc créé des centres appelés Farah Hormouz, ce qui signifie éducation inclusive, centre d'éducation inclusive donc. C'est pour la première fois dans notre pays que nous avons développé cela. Dans notre pays, il y a 22 régions divisées en différentes circonscriptions et chacune, en fait, a un centre d'éducation de ce type et nous essayons de proposer à nos citoyens de s'engager dans toutes ces activités. Le but de ces centres d'éducation, c'est d'enseigner ces compétences sociales aux enfants de 6 à 12 ans. Alors, bien sûr, parfois, les parents sont présents aussi en fonction des sujets abordés. Cela vise à réduire les frictions sociales à l'avenir. Et ce que nous voulons, c'est réaliser le slogan, c'est une famille saine, une communauté saine, une ville saine en termes de valeurs sociales. Alors, nous leur inculquons des attitudes, des valeurs, des comportements en dehors de savoir lire, écrire et compter. Nous voulons leur faire acquérir des compétences qui leur donnent une bonne connaissance d'eux-mêmes et qui leur permettent de mieux se connecter avec les autres et avec leur environnement afin de résoudre plus facilement les conflits sociaux à l'avenir. Les jeunes et les enfants qui auront acquis ces compétences seront beaucoup plus honnêtes, respecteront mieux la loi, seront de meilleurs citoyens, seront des citoyens plus respectueux, ce qui aura pour résultat d'avoir des villes plus sûres. Et pour ce faire, la municipalité a voulu inclure tous les citoyens, tous les groupes sociaux, sans prendre en considération les différences de milieux sociaux afin d'avoir une égalité d'opportunités pour tous. Alors, nos citoyens doivent être des citoyens apprenants grâce aux interactions, grâce à la participation, à l'implication de ces personnes dans ces processus d'apprentissage. Élément très important, c'est l'existence d'interactions et de coopération entre les villes et les municipalités du monde, quelles que soient les orientations politiques. L'idée, c'est de pouvoir coopérer avec un grand nombre de pays. Nous pensons que cette coopération entre villes peut être très importante à cet égard. Et en conclusion, je voudrais mettre l'accent l'expérience en aménagement du territoire de la municipalité de Téhéran a permis, en partenariat
avec l'Institut d'aménagement du territoire, d'échanger des expériences. Et puis, nous avons appris des autres villes du monde grâce à ce réseau de villes apprenantes. Donc voilà, j'ai un œil sur la montre, donc je vous souhaite tous santé, paix et bonheur pour les prochains temps. Merci beaucoup, Monsieur Hamid Reza. Ça a été très intéressant et j'aimerais beaucoup poursuivre cette discussion et vous entendre davantage, mais étant donné que nous manquons de temps, je voudrais maintenant donner la parole à ceux qui voudraient poser des questions à nos intervenants. Et je vous demande chacun de répondre en 1 minute. Étant donné ces barrières, ces défis et ce besoin d'intégration de différents acteurs et de garantir la participation des citoyens au niveau local, quels seraient, à votre avis, les principaux acteurs qui seraient les plus utiles pour mettre en œuvre ces stratégies d'apprentissage tout au long de la vie dans les villes apprenantes? Voilà, 1 minute chacun et on commence par Aminata. Tous, en fait. Ça va être très rapide pour moi, c'est vraiment tout le monde. C'est les habitants, mais c'est également tous les partenaires, comme je le disais, tous les partenaires associatifs, ceux qui sont au plus près de nos habitants. Ce sont également toutes les institutions avec lesquelles nous travaillons, tous nos partenaires financiers, tous les partenaires qui nous permettent d'avoir nos statistiques. Ce sont tous les services de la ville. Alors la santé, c'est touche à tout en fait. On est de la petite enfance jusqu'au senior, mais la santé, c'est également le transport, c'est l'urbain. Donc tous les services de la ville, par exemple, sont concernés. C'est vraiment une question qui touche tout le monde. Donc pour moi, la mobilisation de tous est essentielle. Thank you very much, Aminata. Merci beaucoup, Aminata. Angélica, s'il vous plaît. Madame la maire. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est l'ensemble de tous les acteurs de la société qui doivent participer pour pouvoir transmettre l'information dans nos sociétés. Mais je crois qu'il faut mettre l'accent sur la participation des enfants et des jeunes, parce qu'il faut qu'eux aussi, on les écoute. Souvent, nous les oublions, alors qu'ils sont des acteurs très importants de notre société. Il faut que nous soyons conscients des problèmes qu'ils connaissent, pas uniquement sur le plan éducatif, mais aussi, j'insiste, la question de la santé est très importante. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que dans le cas du Mexique et dans ma municipalité, il y a eu beaucoup de violences domestiques et il faut donc travailler aussi avec les femmes et les organisations de femmes car il y a eu cette augmentation des violences dans les familles pendant la pandémie. Et ça aussi, ça va être important de le résoudre pour voir comment reconstruire la vie dans nos municipalités. Donc, les jeunes, les enfants et les femmes, il faut aussi les prendre en compte, c'est très important. Merci beaucoup, Madame la maire. Oui, vous mentionnez un aspect très important des défis que nous avons à prendre en compte. Natalia, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, ce qui a été dit est très important. Et il y a un autre angle, c'est les plus vulnérables qu'il faut prendre en compte, parce que la famine augmente dans le monde et il y aura de plus en plus de personnes qui auront des soucis alimentaires. Donc, il faut prendre en compte les plus vulnérables, en plus des jeunes et des femmes, c'est-à-dire tous ceux qui ont des problèmes d'accès à l'alimentation et aux services de santé. Et donc, voilà, il faut leur tendre la main. Et puis, il faut penser à tous les services de distribution.
et tous les services techniques qui doivent faire partie de toutes ces formations d'apprentissage tout au long de la vie. Ce sont des apprentissages très techniques et qui sont souvent laissés de côté, mais il faut absolument les prendre en compte. Merci Natalia. Teresa, maintenant. Oui, moi je pense que le plus important, ce sont les habitants. Mais les pouvoirs locaux, comme les municipalités, doivent absolument mobiliser et aider les organisations de terrain. Donc, il faut se rapprocher des communautés les plus vulnérables, les plus faibles. Nous avons de l'éducation pour des dizaines de milliers d'enfants. Et en tenant compte aussi des enfants handicapés. Ça a été très important de les intégrer. Et donc, nous pouvons les aider à mieux comprendre et à faire attention à tous les types de personnes. Donc, ce sera très utile. Mais les acteurs principaux, ce sont les habitants eux-mêmes. Merci. Et je finis par Madame Roberta Piazza. Oui, si je pense au rôle de tous les acteurs, quels sont les plus pertinents pour appuyer cet apprentissage pour la santé? Il n'y a pas de solution facile à un problème aussi complexe. À mon avis, le rôle des pouvoirs locaux est très important, est essentiel. Mais nous avons besoin aussi de communautés résilientes. Et donc, il faut une approche qui va du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut, car nous devons travailler ensemble. Et si nous voulons que les communautés jouent leur rôle et soient résilientes pour relever ces défis d'apprentissage pour la santé, ils doivent pouvoir avoir accès à cet apprentissage et cet apprentissage doit se faire dans les villes et donc les municipalités doivent faire en sorte que ça devienne une réalité dans nos villes. Merci, merci à tous. Ça a été un plaisir pour moi d'être votre modérateur. Nous allons maintenant clore cette séance, mais il y aura une continuité à ce long processus et nous allons continuer à parler avec vous de l'importance des villes, du renforcement des capacités des villes à travers l'apprentissage afin d'offrir une meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Merci à tous, à Sophia, Marie et à tous les membres de l'équipe. Merci beaucoup. Thank you, moderator, and all the speakers for your wonderful speeches. In this session, we talk about. Merci à tous, à toutes vos contributions pour promouvoir des approches intersectorielles de l'apprentissage pour la santé. La coopération entre tous les secteurs est très importante dans la réponse à la pandémie. Merci de votre message. Nous terminons cette séance. De la prochaine séance commence dans 5 minutes exactement. 16h30 en Corée, 9h30 à Paris.